Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. On va explorer ensemble une méthode hyper pragmatique pour transformer un simple potentiel en un succès professionnel retentissant. En fait, on va décoder étape par étape les conseils vraiment puissants tirés du livre Lettres à la jeunesse africaine d'Ibrahima Théo Lam. C'est littéralement un plan d'action pour prendre son destin en main. Alors, on y va? Allez, on plonge direct dans le grand bain. On devient ce que l'on croit. Boum! Cette phrase d'Oprah Winfrey qui ouvre le texte d'origine, elle pose immédiatement les bases de toute notre réflexion. C'est simple, notre état d'esprit dicte notre réalité. Rêver grand, ce n'est pas juste de la fantaisie, c'est littéralement le moteur qu'il nous faut pour déclencher la volonté d'agir. Sans cette croyance de départ, il ne se passe rien. Bref, pour décortiquer tout ça de manière fluide, on va suivre un parcours en 5 étapes clés. D'abord, le bilan personnel. Ensuite, le passage du potentiel à la compétence, l'orientation professionnelle, la fameuse gestion du manque de moyens, et enfin, la transformation de nos limites. C'est une vraie progression logique de l'intérieur vers l'extérieur. On attaque donc tout de suite avec la première section, le bilan personnel ou l'art de se découvrir. C'est la base absolue. Impossible de savoir où on va si on ne sait même pas d'où on part, pas vrai? La méthode suggérée, c'est de se dresser un autoportrait. On prend une feuille, on fait 4 colonnes, ce qu'on adore faire, ce qui nous insupporte, nos forces naturelles et nos vilains défauts. Le truc vraiment fascinant ici, c'est qu'on nous demande de faire ça avec la même objectivité que si on décrivait une table basse. Zéro complaisance, pas d'ego. Juste une vue claire et nette de la ligne de départ. Et une fois ce portrait honnête dressé, attention, on ne se lance surtout pas dans des projets gigantesques du jour au lendemain. Non, le secret, c'est d'y aller à petits pas. On se fixe des petits objectifs quotidiens. 10 minutes de sport, relire une page de cours. Si les bénéfices de ce petit effort dépassent les inconvénients, alors banco, on y va. C'est cette petite discipline quotidienne qui va brique par brique construire la confiance nécessaire pour faire des bonds de géant plus tard. Ce qui nous amène direct à la deuxième section de notre plan, transformer ce fameux potentiel en compétence. L'idée ici, c'est de bien capter la différence entre un don et un vrai savoir-faire. Le livre utilise une image super parlante. Le potentiel, c'est comme un diamant brut. C'est sympa, c'est naturel, on a des facilités, mais ça n'a pas encore atteint sa pleine valeur. Pour que ça devienne une compétence recherchée sur le marché, il va falloir frotter, tailler, polir ce diamant au quotidien. Par exemple, avoir un don pour mélanger les saveurs, c'est un potentiel. Travailler dur pour pouvoir enseigner la grande pâtisserie, là, c'est une compétence. Et pour ancrer ça dans la réalité, rien de tel que des exemples concrets de professionnels qui ont su tailler leur diamant. Prenons le cas impressionnant d'Idrissa Nassa. Le gars a repris une institution financière, la financière du Burkina, alors qu'elle était littéralement en train de couler. Les audits étaient catastrophiques, personne ne voulait le suivre. Eh bien, avec une persévérance acharnée pendant 2 ans, il a transformé ce désastre en ce qui est devenu Coris Banque Internationale, une révolution totale sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un parcours comme le sien? Ces conseils sont d'une limpidité redoutable. 1. Toujours viser plus haut et visualiser le succès, même quand tout semble sombre. 2. Avoir la rage de vaincre. La persévérance, c'est l'arme fatale. Un échec, c'est juste de la data, une information de plus pour faire mieux la prochaine fois. Et 3. L'altruisme. Les victoires les plus éclatantes sont celles qui visent à améliorer le bien commun et pas seulement son petit confort personnel. Tout cela nous prépare pour notre troisième étape clé, l'orientation professionnelle. Ah, l'éternel conflit des générations. C'est hyper fréquent que notre passion secrète heurte de plein fouet la vie de nos parents ou la pression de la société. Et là, l'auteur nous donne un mode d'emploi pour désamorcer ça. L'idée, ce n'est pas de partir au clash, bien au contraire. On prépare son dossier en béton armé, on écoute calmement les peurs des parents, on prend du recul sur leurs conseils et ensuite on prouve sa détermination. On montre des recherches, on contacte des pros, on propose même de financer ses débuts par des petits jobs. C'est par le compromis et le respect qu'on gagne leur soutien. En fait, la réussite dans cette phase se résume à une chose, l'équilibre. Il faut faire preuve d'un pragmatisme absolu pour jongler entre ce rêve qui nous anime et la dure réalité économique du marché. Parfois, la meilleure tactique, c'est de valider un cursus plus classique pour assurer ses arrières et rassurer l'entourage, tout en continuant à nourrir le feu de sa passion en parallèle. On passe maintenant à la section 4, une thématique qui fait souvent grincer des dents, surmonter le manque de moyens. Préparez-vous à un changement de perspective assez radical. Ici, le manque d'argent n'est plus du tout présenté comme un mur qui nous bloque la route. Au contraire, c'est vu comme un accélérateur de transformation. C'est un peu comme quelqu'un qui perd la vue et dont l'ouïe devient incroyablement fine.
Ne pas avoir d'argent au départ, c'est un camp d'entraînement ultra sévère qui va forger la patience, la débrouillardise et la résilience. Des qualités indispensables pour ne pas vriller une fois que le succès sera là. La vérité, c'est que le véritable capital, la monnaie d'échange la plus forte pour la jeunesse, ce n'est pas le compte en banque. C'est la jeunesse elle-même. C'est cette capacité inouïe à rêver, couplée à l'énergie de bosser sans compter pour que ce rêve prenne forme. Comme le dit si bien le livre, rêver, c'est carrément l'hormone de croissance du potentiel humain. Allez, on attaque la dernière ligne droite avec la section 5, transformer ses propres limites. Au final, tout se joue dans la tête. C'est le constat brillant d'Issoufa Sarré, un directeur de télévision cité dans l'ouvrage. Il met face à face deux mentalités. D'un côté, la mentalité « problème ». On voit des murs partout, on baisse les bras et on attend qu'un sauveur vienne tout régler. De l'autre, la mentalité « solution ». On regarde les mêmes contraintes, mais on y détecte des opportunités cachées et on prend la responsabilité de trouver la faille. Et devinez quoi? En choisissant d'être orienté solution, on devient une ressource magnétique et indispensable pour tout le monde autour de soi. L'histoire de la jeune étudiante Hilary illustre ce basculement mental de façon spectaculaire. Quand elle a voulu lancer son projet, c'est son propre frère qui lui a coupé l'herbe sous le pied en lui rappelant qu'il n'avait pas un sou. Forcément, elle a dérapé dans le pessimisme et tout son entourage a commencé à lui renvoyer cette même énergie négative. Et puis déclic. Lors d'un séminaire, elle a décidé de changer d'état d'esprit et d'y croire à nouveau. Dur comme fer. Le résultat, son attitude ultra positive a contaminé sa famille et son frère, comme sa mère, sont devenus ses plus fervents soutiens. Ne jamais intérioriser le négatif, c'est la clé absolue. Alors, pour boucler ce décryptage, on va se quitter sur une petite réflexion bien piquante. Imaginez un instant, et si toutes ces limites, ces blocages qui nous frustrent tant, n'étaient que des opportunités habilement déguisées? Ce livre nous met vraiment au défi de regarder nos plus gros obstacles comme les marches de notre futur succès. La balle est dans notre camp maintenant. Quelle sera l'empreinte de cette génération sur l'histoire? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour un prochain décryptage.